Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, monsieur le président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, monsieur le secrétaire général de Reporters sans frontières, mesdames et messieurs, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la liberté de la presse sont trois choses identiques, ou pour mieux dire, c'est la même chose sous trois noms différents, déclarait Victor Hugo à la tribune de l'Assemblée nationale législative le 9 juillet 1850. Et il ajoutait « La souveraineté du peuple vivifiant, le suffrage universel gouvernant, la presse éclairant, se confondent dans une étroite et indissoluble unité, et cette unité, c'est la République. » En cette magnifique galerie des fêtes qui date de 1848, l'année précisément où Hugo fut élu représentant du peuple, il était donc naturel de consacrer cette nouvelle assemblée des idées à la presse, aux médias, dont l'indépendance et le pluralisme sont en effet consubstantiels de notre démocratie. C'est d'ailleurs pour revivifier notre démocratie que, dès le début de ma présidence, j'ai voulu ouvrir en grand les portes de l'Assemblée nationale pour que les citoyens, les artistes, les experts puissent faire entendre leur voix et ainsi nourrir la réflexion des élus. Cette politique de large ouverture comporte des permanences citoyennes, des événements artistiques, des reconstitutions de débats historiques par des comédiens d'aujourd'hui, mais la pièce maîtresse en est, sans nul doute, ce cycle de l'Assemblée des idées qui donne la parole à la société civile et aux professionnels. Depuis novembre 2022, nous en sommes à la 8e Assemblée des idées, soit un rendez-vous tous les 2 mois environ. Nous avons ainsi examiné les problématiques du logement, la place de la France dans le monde, les inégalités, les attentes de la jeunesse, l'intelligence artificielle, la réforme institutionnelle, le moral des Français. Et ce soir, nous aborderons une question tout aussi cruciale pour notre société. L'indépendance et le pluralisme des médias sont-ils en danger ? Pour y répondre, vous allez pouvoir débattre avec Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, Monsieur Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien, Madame Isabelle Robert, présidente du site d'information Les Jours, et enfin Madame Adèle Van Rett, directrice de France Inter. Je voudrais remercier, je ne le vois plus, je voudrais remercier Paul Laroute-Fouroux d'avoir accepté d'animer cet échange, dont nul ne contestera l'actualité, au moment où se tiennent les états généraux de l'information, dans lesquels les débats citoyens ont toute leur place. Plus largement, notre paysage médiatique est en pleine mutation, avec les changements de ligne éditoriale de grands acteurs du secteur, la réforme du financement de l'audiovisuel public, les difficultés économiques de la presse confrontée à l'émergence des plateformes. Produire une information de qualité coûte cher, et couvrir ces coûts nécessite de poursuivre une logique économique sans perdre de vue la mission primordiale d'information. Les médias classiques se trouvent en outre concurrencés par de nouveaux moyens de communication, certains animés avec sérieux par des journalistes professionnels, d'autres s'ingéniant à diffuser des fake news sans aucune éthique. Comment s'y retrouver ? Comment réconcilier les Français avec leurs médias ? Car il faut bien le constater, la crise de confiance entre les citoyens et les politiques se double d'une même défiance à l'encontre de toute parole publique, et celle des journalistes n'est pas épargnée. Ainsi, selon le baromètre Kantar sur la confiance dans les médias paru en novembre dernier, 57% des Français pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, soit 3 points de plus qu'en 2022. Et seulement 34% estiment qu'on peut leur faire confiance. Seulement 25% des Français pensent que les journalistes sont indépendants des pressions des partis politiques et du pouvoir. Et 23% qu'ils ne cèdent pas aux pressions de l'argent. Pourtant, dans le détail, ce même sondage nous apprend que les mêmes sondés ont confiance à 71% dans les journaux télévisés et 61% dans la presse régionale, contre seulement 25% qui se fient aux réseaux sociaux. Vous le voyez,
la situation est donc complexe. Comment assurer l'indépendance de l'information vis-à-vis d'un annonceur ou d'un actionnaire, qu'il soit public ou privé? Quels modèles économiques? Pour quelle information? Comment garantir le pluralisme? Comment éduquer les plus jeunes à l'image et à aiguiser leur esprit critique? Autant de questions passionnantes mais délicates auxquelles nos invités pourront répondre. Je ne veux pas être trop longue car je suis ici pour écouter, non pour parler, parce que c'est surtout aux experts et au public que l'Assemblée des idées vise à donner la parole. Je voudrais m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir assister à tous ces débats absolument passionnants. Je suis attendue dans quelques instants à l'Élysée, mais je les regarderai à distance demain. Et je suis sûre qu'ils vont être absolument passionnants. En tout cas, moi, je voudrais vraiment infiniment remercier tous nos invités qui, comme à chaque fois, viennent bénévolement pour débattre avec vous. C'est dire à quel point tout le monde a conscience que les débats entre les Français, qu'ils soient citoyens, experts ou politiques, sont essentiels à notre vie démocratique. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être présents en nombre et à très vite. Bonsoir à tous, c'est très étonnant pour moi d'être ici. Habituellement, je suis derrière cette porte en train de courir celle des 4 colonnes où j'ai garé mon scooter dans la cour. Habituellement, j'attends sous la pluie que la présidente de l'Assemblée sorte. C'est très étonnant pour moi d'être ici. Je précise immédiatement, puisque ça a suscité l'intérêt, merci d'être aussi nombreux, merci d'être même jusque dans les salles derrière. J'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Je vais essayer de parler fort et lentement pour que tout le monde entende. On va essayer d'être pédagogique parce qu'on a un public très très intéressant ce soir, je vais le développer. Mais je veux juste préciser que moi je suis journaliste et vous avez ici 4 patrons de presse et qu'on est là parce qu'on considère tous à des degrés différents que l'heure est grave et que c'est important de répondre à toutes vos questions. Et j'ai bien dit toutes vos questions tant qu'elles restent dans les bornes de la décence, de la politesse, tout ça, tout ça. Voilà, donc précision, évidemment, je considère que le parcours poétique de Yael Braun-Pivet est très intéressant. J'aurais bien aimé la suivre en Ukraine, ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'y avait aucun journaliste. Mais évidemment, la prochaine fois, je ne roule en aucune façon pour Yael Braun-Pivet, je préfère le verbaliser. Et de même, je précise, je ne touche pas un centime. Ce n'est pas ce qu'on appelle dans notre métier un ménage. Je suis là parce que je reçois vraiment énormément de messages privés sur la concentration des médias. Tu bosses pour Matin Week, comment tu peux être journaliste? Est-ce que tu t'auto-censures pas? L'accusation d'ingérence des actionnaires, on va en parler. Sur l'autocensure, j'en parlais. C'est quoi être un journaliste militant? Et puis, en ce moment aussi, il y a beaucoup de deepfake. Alors, c'est de l'anglais, c'est du très mauvais français, mais il y a vraiment des gens qui m'envoient des messages en me disant mais est-ce que c'est vrai que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils dansent ensemble parce qu'il y a des clips qui sont très 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 bien faits. Donc je crois que c'est important ce soir que je me retienne de demander qu'est-ce que Yael Braun-Pivet va dire à Emmanuel Macron sur l'échec de leur immigration ce soir. Ça attendra demain. Et ce soir, on va vraiment prendre le temps d'écouter vos questions. Je vous demanderai d'être synthétique et qu'il y ait une vraie question, pas simplement des éditos, une vraie question. Et pour bien préciser, cette salle elle est intéressante, vous êtes 940 en tout à être inscrits, il y a 49 de Fontenay-sous-Bois qui ont travaillé sur la laïcité, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont les bienvenus. Je ne sais pas où ils sont là, ils sont timides. J'espère qu'ils seront moins timides dans quelques instants. 39 étudiants en journalisme de Cergy Paris Université, de l'IFP de Paris 2, cher à mon cœur, du CELSA, et 30 élèves de 4e de la classe média du collège Émile Zola, d'Igny dans l'Essonne. Et je me suis promis, c'est la seule chose que je dirai après, vraiment on vous écoutera. Je me suis amusé à retrouver en 1880, il y a une loi très importante sur la liberté de la presse, qui nous concerne encore. Christophe Deloire, qui a lancé les États généraux de l'information, réfléchit à sa contemporanéité, c'est pas français, je parle pas français. Dans un article intitulé « Le journalisme » paru dans le Figaro à l'époque, le 24 novembre 88, donc quelques années après l'édification de cet hôtel de la C, Émile Zola explique pourquoi il quitte le journaliste et il salue les changements complets et formidables que les lois,
provoque pour empêcher le musellement de la presse sous le Second Empire. Et surtout, il fait part de ses doutes face au flot déchaîné de l'information à outrance. C'était il y a 135 ans, juste une citation. Aujourd'hui, remarquez quelle importance démesurée prend le moindre fait. Des centaines de journaux le publient à la fois, le commentent, l'amplifient. Des secousses continuelles dans le public qui se propagent d'un bout du pays à l'autre. Si des sujets d'émotion manquent, ils en inventent. Jadis, les faits, même les plus graves, étaient moins commentés, moins répandus. Eh bien, c'est ce régime de secousses incessantes qui me paraît mauvais. En clair, Émile Zola pose la question beaucoup mieux que moi. Est-ce qu'on n'est pas tous des moutons? Comment on fait pour faire respecter le pluralisme de la presse, pour ne pas être dicté par l'émotion? Et donc ce soir, on va réfléchir ensemble à l'indépendance et au pluralisme des médias, sachant que, comme l'a dit la présidente, 57% des Français pensent qu'il faut se méfier de nous, ce qui doit nous interroger. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser à chacun d'entre vous une seule et unique question, que vous aurez le loisir de développer, mais vraiment une, pour vous faire réfléchir, notamment au timide de Fontenay. Et ensuite, dès que vous serez inspiré, vous lèverez la main, et absolument tout le monde aura le droit à la parole. Nicolas Taverneau, président du directoire du groupe M6, connu pour son amour éternel des Girondins de Bordeaux, même si vous avez vendu, et aussi pour votre sens aigu des affaires. Isabelle Roberts, des Jours, dont on va parler, me confiait qu'elle vous étiez très énervé quand elle écrivait à l'époque que vous aviez un oursin dans la poche, parce que vous êtes très économe. Mais ce n'est pas du tout sur ça ma question. Vis-à-vis des annonceurs, peut-on faire un reportage objectif sur un acteur économique ou un secteur qui représente une part importante de ses recettes publicitaires? En clair, comment vous faites avec votre rédaction quand les annonceurs vous appellent? Bonsoir à tous. Merci à la présidente d'avoir bien voulu nous inviter pour ce débat. D'abord, peut-être se présenter. Le groupe M6, qu'est-ce que c'est? C'est 350 journalistes, des programmes, c'est des stations de radio, RTL, qui luttent avec difficulté sur le service public, hein, parce qu'il a moins de moyens. Mais presque autant de publicité. Ça commence. C'était pour animer un peu le débat. Non, c'est des émissions d'information sur la chaîne M6, beaucoup de magazines. On parlera beaucoup de l'influence des magazines, sans doute, sur l'opinion. C'est des magazines comme Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive, etc. Et nous essayons d'avoir une voix impartiale, sans intervention politique. Je crois que moi, ça fait 37 ans que je dirige ce groupe et je n'ai jamais subi une intervention politique. Je peux le dire avec... voilà. Est-ce que vous êtes autocensuré? Autocensuré, ça veut dire... je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez. Nous avons fait un reportage dans Zone Interdite qui avait fait beaucoup de bruit sur l'islamisme à Roubaix. Bon. Il y avait des témoins qui étaient cachés, si j'ose dire. La question d'un directeur de publication, c'est pour ça que moi j'en assume la responsabilité, c'est de savoir est-ce que nous le mettons à l'antenne ou non. Et ça, c'est des questions auxquelles on doit répondre. On n'a pas toujours les bonnes réponses, mais on a des réponses à apporter, et on a toujours essayé d'apporter des réponses dans l'intérêt du public. Voilà. Et ça fonctionne, ça fonctionne. La chose que nous devons gérer aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas, avec l'influence des réseaux sociaux, une hystérisation des médias. C'est-à-dire des médias qui prennent position, quelle que soit la couleur, à droite, à gauche, à extrême droite, à extrême gauche. Nous essayons, nous, d'être objectifs. Donc RTL, je crois, est reconnu comme une station objective et les journaux d'information et les magazines, M6, sont reconnus comme des journaux dits objectifs. Alors est-ce que nous avons, pour répondre à votre question, est-ce que nous avons des pressions de nos actionnaires d'une part, de nos annonceurs d'autre part? Les actionnaires, la réponse est catégoriquement non, puisque nous appartenons à un groupe, c'est une particularité, qui n'a pas d'autre activité que les médias. Et ça, c'est important pour nous, c'est un groupe allemand, il n'a recruté personne, c'est moi qui fais les recrutements avec mes collaborateurs, il ne sait pas qui sont les journalistes qui interviennent sur nos antennes, et il ne s'occupe pas d'éditorial. Donc de ce point de vue-là, nous avons une indépendance complète vis-à-vis des propriétaires, si j'ose dire. Et il n'y a pas besoin de loi supplémentaire pour l'affirmer. La deuxième remarque, c'est les annonceurs. Nous vivons des annonceurs. Alors, je dirais que c'est vrai que nous faisons en sorte de ne pas être en contradiction entre ce que nous faisons. Je vous donne un exemple. Vous avez fait référence aux Girondins de Bordeaux. Oui. Quand nous étions propriétaires des Girondins de Bordeaux, à l'époque où les Girondins marchaient, nous évitions de faire des sujets polémiques sur Marseille, puisqu'on nous aurait suspecté d'être intervenus pour cela.
Donc nous évitons d'être en... Ça nous est arrivé sur la téléphonie, par exemple, puisque nous étions associés dans la téléphonie, que ce soit en bien ou en mal, on évitait ce genre de sujet. Sinon, et je fourmille d'exemples qui n'ont pas plu à nos clients, je vais vous donner un exemple, Amazon, c'est nous qui avons dénoncé le rejet des objets qui étaient stockés neufs, ça a bouleversé Amazon, qui a changé complètement ses règles, et Amazon est un très grand client chez nous. Donc, je fourmille d'exemples de cette nature. Donc, il y a une indépendance relativement complète. Mais cette indépendance, elle a un prix. C'est pour ça que nous voulons des moyens. Et aujourd'hui, nous avons d'abord, nous avons des cahiers des charges que nous devons respecter. Et le président de l'ARCOM et son collège est très vigilant de ce point de vue. Il n'a malheureusement pas les mêmes instruments de vigilance vis-à-vis des réseaux sociaux. Et ça, c'est dommage pour nous. Alors on salue le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mers, qui est au premier rang et qui répondra tout à l'heure. Et la deuxième remarque, c'est que nous avons souvent des difficultés d'égalité de traitement pour aller chercher des ressources, parce que l'information, les médias, la qualité des médias, ça coûte cher. Voilà, donc on pourra s'expliquer. Enfin, je dirais que les questions déontologiques des médias ne se posent pas simplement sur l'information, on a souvent tendance à réduire ça sur l'information, mais sur l'intégralité des programmes. L'humour aussi ? L'humour aussi, mais ça se pose aussi, par exemple, la question, nous nous sommes posé la question, là, lundi, en réunion de programmation, nous avons un film de Depardieu, est-ce que nous devons programmer ce film de Depardieu ou pas ? Et alors, qu'est-ce que vous avez répondu ? Le film, compte tenu du film, nous avons décidé de ne pas le programmer. C'est peut-être une mauvaise décision, d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir l'avis de certains, c'est Les Valseuses avec un portrait de Depardieu derrière. On a jugé que ce n'était pas opportun sur Paris Première. Pour ceux qui sont en distance, il y a un rire nerveux qui parcourt toute la salle, pour ceux qui nous regardent sur Internet. Je donne cet exemple un peu caricatural, mais c'est pour montrer que la programmation et le contenu des programmes ont une influence évidemment très importante dans les décisions que nous prenons sur l'activité du média. Merci Nicolas Taverneau. Sur votre gauche, Adèle Van Rett, philosophe et directrice de France Inter, qui incarne le service sur votre gauche. Mais alors justement, pourquoi j'ai dit sur la droite ? Parce que merci, c'est une transition. Vous avez pris une balle perdue dès la première question, vous. Donc deux. Ouais. Je vous laisse. J'étais censuré, de toute façon, je ne pouvais pas répondre. Pas donc du tout, vous avez le micro. Et j'irai droit au but. Est-ce que France Inter est de gauche ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas moi qui s'y intéresse. On aime beaucoup croire que France Inter est de gauche parce que ça donne des bonnes armes pour pouvoir détester France Inter. Tout le monde adore détester France Inter, et d'ailleurs vous pouvez en avoir la preuve dès ce soir, puisque la première intervention déjà, effectivement, de balle perdue. Il suffit d'écouter France Inter pour se rendre compte que cette accusation n'est pas légitime. Elle n'est pas fondée sur le contenu, ni de l'information qui est proposée, ni des programmes qui sont proposés. En revanche, il y a une histoire de France Inter, il y a une histoire des auditeurs de France Inter, et certaines émissions ont tracé une tendance, ont donné un là, en tout cas une note, une dominante, qui explique qu'aujourd'hui, on associe France Inter à une radio de gauche. Nous ne pouvons, il y a une raison très simple pour laquelle nous ne sommes pas une radio de gauche, c'est que nous ne pouvons pas être une chaîne d'opinion. Nous sommes l'audiovisuel public. Par définition, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'audiovisuel public ? Ça veut dire que nous appartenons, nous n'appartenons pas à l'État en tant que tel, nous ne sommes pas une radio d'État, mais nous appartenons aux citoyens, y compris aux citoyens qui ne nous écoutent pas. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui distingue, c'est ce qui fait la spécificité de ce qu'est l'audiovisuel public aujourd'hui, et donc France Inter en particulier, puisque vous m'interrogez à ce sujet. France Inter, parce que c'est une radio publique, a une mission et a des devoirs. Sa mission, c'est de parler au plus de personnes possible, tout simplement parce que ce sont ces personnes qui financent l'audiovisuel public. Donc nous devons de faire en sorte que chaque citoyen de ce pays puisse se reconnaître dans cette antenne, puisse entendre des sensibilités qui sont les siennes, puisse entendre des contradictions que lui-même a envie d'adresser aux personnes qu'il entend derrière le poste. Et ça, c'est une mission qui est une quête permanente. On n'atteint jamais complètement cet objectif, mais c'est ce que nous avons en ligne de mire en permanence. Et deuxièmement, nous avons des devoirs, nous rendons des comptes, précisément parce que nous appartenons à l'audiovisuel public, on doit rendre des comptes en permanence aux autres instances publiques, à la tutelle. On est évidemment sous le contrôle de l'ARCOM, tout comme mes confrères ici. L'ARCOM, c'est l'ancien CSA, pour ceux qui n'ont pas réactualisé. Exactement. Dont le président est toujours présent ce soir, comme tout à l'heure. Il n'a pas encore quitté la salle, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, et j'ajouterais aussi, pour boucler sur cette question, avant de vous entendre et d'échanger à ce sujet, que le fait que France Inter soit une radio publique, donc j'ai dit que ça impliquait une mission, ça impliquait des devoirs,
Et c'est sans doute ce qui fait aussi que c'est France Inter joue un rôle clé dans la vie démocratique du pays, précisément parce que c'est une radio publique. Et pour ça, j'ai juste raconté une anecdote très rapide. Rapidement. Dans les années 1830, un homme français se rend aux États-Unis. Il s'agit d'un philosophe, il s'appelle Alexis de Tocqueville. Et il se rend aux États-Unis et la démocratie est naissante là-bas. Et lui n'aime pas beaucoup la démocratie. Il y va et il se dit, mais à quoi ressemble une société sans roi ? À quoi ressemble une société où il n'y a pas quelqu'un qui, depuis sa naissance et par sa naissance, décide légitimement et exerce sa souveraineté sur un peuple ? Et il regarde et il voit cette démocratie et il se dit, mais au fond, comment est-ce que ça fonctionne ? D'où vient la souveraineté de celui qui est élu, puisqu'il est élu seulement par la majorité ? Je dis seulement par, parce que quand c'est la majorité qui élit, ça veut dire qu'il y a une minorité qui n'est pas représentée. Quand cette majorité elle est à 52%, il y a 48% qui ne sont pas représentés. Donc il s'interroge et il se dit, mais comment la vie politique peut-elle fonctionner s'il n'y a pas une souveraineté garantie et auto-instituée au fond ? Et en observant, il a écrit un livre en 2 volumes qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », qui est un régal de lecture que je vous recommande, et dont il trouve dans ses pages une défense de la liberté de la presse, notamment au motif que ce qu'il appelle la presse, qu'on pourrait appeler les médias aujourd'hui, joue le rôle du ciment démocratique qu'il manque à l'exercice même de la démocratie. Il n'y a pas un souverain, il n'y a pas quelque chose qui vient ordonner aux gens de se rassembler ensemble, chacun a son bon vouloir, il y a l'individualisme de la démocratie, et seule la presse représente cet espace dans lequel chacun, au moment où il va ouvrir son journal, où il va allumer sa télé, où il va écouter la radio, va se retrouver dans un espace avec l'ensemble des autres citoyens. Et ça, dit-il, c'est la preuve que la démocratie fonctionne. Et sans cette presse-là, la démocratie ne peut pas fonctionner. Et quand en France, c'est l'audiovisuel public qui lui-même joue ce rôle-là, c'est le signe d'un bon fonctionnement démocratique et d'une vigie démocratique. Je me force à ne pas vous relancer, j'espère que ça vous inspire. Il est 20h31 et on a prévu une grosse heure avec la salle, donc je vais vous demander, c'est injuste, mais d'être un peu plus court aux 2 restants, et vous aurez plus de questions, c'est une promesse. Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos et du Parisien, vous avez notamment travaillé pour l'agence France Presse aussi. Vis-à-vis des actionnaires, comment un journaliste peut-il enquêter sur l'activité d'une filiale de son actionnaire, justement ? Comment lutter contre l'autocensure ? Ou, demander différemment, comment vous faites quand Bernard Arnault vous appelle ? Est-ce que ça arrive souvent ? Alors moi, j'aurais bien aimé répondre à toutes les questions auxquelles Nicolas et Adèle ont déjà répondu, mais bon, ça ne va pas être possible de tout reprendre. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun des points, et on aura l'occasion, je pense, dans les questions de la salle, ça sera le moment. D'abord, pour le dire simplement, ce groupe, j'ai vraiment l'honneur de présider, il a des journaux qui sont entre Tocqueville et France Inter, en fait. Puisque Les Échos, c'est 1908, la création du journal. Le Parisien, 1944, Parisien libéré à la Libération. Un journal gaulliste, plutôt gaulliste de droite. J'ai pu le vérifier d'ailleurs avec la bru du fondateur, donc qui est quand même assez bien placé pour savoir quel était ce journal, qui était celui de son beau-père. Donc c'était après 1830, mais c'était avant que France Inter naisse et se développe au sein de l'ORTF. Pour répondre précisément à votre question, parce que c'est ça l'objet du jeu, ça n'arrive pas vraiment souvent. Dire un peu quand même ? Non, on a une charte qui d'ailleurs fait beaucoup parler au sein des Échos, qui n'existe pas dans tous les journaux. Par exemple, elle n'existe pas au Parisien. Donc moi, je peux comparer un système avec charte, un système sans charte. Et dans tous les cas, il est indiqué une référence. Pour les Échos, c'est indiqué de façon clairement, c'est un journal de tradition libérale. Donc tant que ce journal illustre et défend la vie des entreprises, qui est fait un peu sur M6, qui est fait un peu sur France Inter, qui est fait beaucoup moins sur d'autres antennes publiques, ça je pense qu'on pourra en convenir à l'occasion. C'est fait sur France Inter aussi, il y a des émissions de très bonne qualité sur la diversité de ce qui, pour moi, alors là, moi c'est là où je suis très en harmonie avec ce que je fais, c'est le lieu fondamental de création de richesse, c'est l'entreprise. C'est là que ça se crée, c'est dépensé ailleurs, mais c'est essentiellement créé là. Et heureusement que de plus en plus, on a en France des gens qui créent des entreprises, qui ont envie d'en créer, et qu'il y a des antennes qui en parlent, parce que ça donne une envie et une inspiration. Donc en tout cas, tant qu'on est dans cette ligne-là, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être appelé. Et globalement, moi, je vis une vie assez heureuse et indépendante dans la mesure où la rédaction est très indépendante. Je ne suis pas journaliste. J'ai été PDG de l'AFP, vous avez eu la gentillesse de le mentionner. J'étais plutôt connu pour protéger assez fortement l'indépendance de la rédaction de l'AFP dans une période politique tout à fait différente. Et voilà, donc c'est comme ça. Au Parisien,
on a vraiment une position un peu différente, parce que alors là, c'est un ultra généraliste. Donc en fait, c'est un média qui, au fond, va essayer de couvrir tout ce que France Inter, là aussi, va couvrir, ou M6 d'un certain point de vue, ou TF1 peut-être encore plus, dans tous les sujets hippiques, politiques, social, immobilier, tout. Et donc là, on a énormément de journalisme. Je m'en ai compte aussi, Nicolas, c'est pas du tout une comparaison des paraisons, mais je pense qu'on a 2 fois plus de journalistes et on a 5 fois moins de budget. Donc en fait, on a une intensité journalistique plus forte qu'M6, mais parce que tu ne l'as pas forcément décrit, mais M6 est une société de programmes avec plein de programmes de divertissement et de l'information. Nous, on fait dans nos journaux de l'information sur tous les sujets, tous les jours. Le Parisien, c'est tous les jours que Dieu fait, sauf le 1er mai. Donc ça tourne tout le temps. Les radios sont un peu pareil, ça n'arrête jamais. Et voilà. Donc on n'a pas ce sujet-là au quotidien. Après qu'il y ait des questions, je comprends et je peux y répondre. Il peut y avoir des questions, des vérifications. Mais plutôt sur le thème, ok, on est bien toujours dans le cadre de la tradition de ce journal et des raisons pour lesquelles je l'achète et je le finance. Ça me paraît pas complètement illégitime. C'est une question, au fond, que d'ailleurs l'État parfois devrait se poser quand il embrasse du regard l'ampleur du service public qu'il a contribué à créer. Au fond, il y a 4 milliards d'euros qui sont consacrés à ce financement-là. C'est important. Et la transparence sur l'utilisation exacte des deniers me paraît également importante. Cette maison et le Sénat mènent régulièrement des enquêtes là-dessus, sans trouver réponse à toutes leurs questions, en vérité, puisque tout n'est pas si clair. On pourrait y revenir à l'occasion, mais je ne veux pas, dès le début, polémiquer avec Adèle qui n'a rien demandé là-dessus. C'est déjà un peu fait. Mais on aura tous l'occasion d'en reparler. Isabelle Roberts, présidente des Jours, vous incarnez ce soir le même modèle économique que Mediapart, c'est-à-dire un média financé par ses journalistes et ses abonnés. Je recommande vos 194 épisodes sur Canal baptisé l'Empire et vos 59 épisodes sur l'héritier Arnaud Lagardère. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire de l'investigation dans le privé ? Je suis volontairement provocateur, surtout que je travaille pour le privé. Est-ce que vous pensez que vous n'auriez pas pu écrire tout ça sur Vincent Bolloré si vous n'aviez pas eu ce modèle économique ? Alors, la deuxième question, c'est sûr que je n'aurais pas pu faire ce même travail sur Vincent Bolloré, pour résumer, que ce soit au sein de Canal+, ou chez Lagardère, au sein d'un autre média. Ça, c'est évident. C'est parce qu'au jour, et bon, moi je fais figure un peu de petit poussé, enfin de petite poussette, parmi mes consoeurs et mes confrères, parce que notre média est jeune, c'est un nouveau média, nous sommes nés en 2016, et on a inventé vraiment un modèle éditorial particulier qui est de travailler en série, de ne pas tout traiter. D'ailleurs, on les appelle des obsessions. C'est ça, on les appelle des obsessions, en partant du constat qui est celui de Victor Hugo, finalement. C'est-à-dire cité ce soir. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes contenus copier-coller un peu partout, d'un site à l'autre, et que en fait, sous cet amoncellement d'informations, eh bien, le lecteur, la lectrice se retrouve totalement asphyxié. Et alors, nous, on choisit nos sujets, on ne va pas tout traiter, mais alors ce qu'on va traiter, on va le traiter à fond, et on ne va pas le lâcher tant qu'on estime qu'il y aura des choses à révéler. Donc, dans le cas de Vincent Bolloré, ça fait 194 épisodes que ça dure, et 7 ans. Donc ça, c'est sûr que je n'aurais pas pu le faire au sein d'un autre média, parce que quand on travaille, moi je travaillais avant à Libération, on passe d'un sujet à l'autre, on peut pas réellement enquêter, faire de l'investigation sur un sujet média. Donc là, la réponse est non. Et la première c'est la même posée différemment, mais j'en ai une deuxième si vous voulez, comme vous êtes très synthétique, vous. Pour reprendre une de vos séries phares, est-ce que vous pensez réellement que nous, les journalistes, on est in bed with Macron ? C'est une citation. Voilà, c'est une des autres séries, une des autres obsessions que je mène, c'est-à-dire de suivre les journalistes qui suivent Emmanuel Macron. Ce qui est assez fascinant parce que on a l'impression d'un bocal avec des poissons qui se courent autour, qui nagent dans la même eau. Et finalement, on se demande un peu, alors c'est pas le cas de tous les journalistes politiques, il y en a des sympathiques. Et, Je prends pour moi. Merci. Mais on a l'impression en fait qu'ils ne parlent qu'à eux et qu'à leur source. Et ça, c'est un réel problème. Et là, je suis un tout petit peu plus sérieuse quand on parle de politique qui est l'affaire de tous, de ne pas parler aux citoyens. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que
j'ai accepté d'être là ce soir, c'est justement pour répondre aux questions des citoyens. Moi, Vous m'offrez une transition magnifique. J'allais dire parole aux citoyens, mais vous vouliez parler, Pierre Louette? Non, mais juste, pardon, juste deux mots pour rebondir sur ce que disait Isabelle. Le fait qu'on soit tous là, d'abord merci à tous d'être venus aussi nombreux. Enfin, je pense qu'on partage ce sentiment de privilège d'avoir devant nous plein de gens qui s'intéressent aux médias, quoi. Sinon, vous ne seriez pas là, sauf si c'est pour une soirée au chaud. On trouve qu'il fait hyper chaud derrière nous. Mais donc, bon, il n'y a pas beaucoup à boire, il fait très chaud, c'est une façon de passer cette soirée. Mais je pense que vous êtes, au-delà de ça, passionné par le sujet. Donc merci. Moi, je voulais dire de façon très liminaire aussi, parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Si on est là aussi joyeusement, tous réunis dans notre diversité infinie, à parler d'indépendance, c'est que déjà, il y a une très grande indépendance des médias en France. De la même façon qu'il n'y a pas beaucoup de concentration des médias en France par rapport à d'autres pays, et ça, on pourrait y revenir. Donc il faut tordre le cou très vite à des idées reçues qui sont des lieux communs. Des lieux communs, enfin, un fantasme, c'est un lieu commun. C'est un endroit où on se réunit pour communier dans une espèce de chose un peu vulgaire et qui n'est pas approfondie. Donc ici, on n'est pas là pour ça. Donc moi, je suis vraiment très, très partisan qu'on creuse des sujets, que vous ayez des questions pointues, très bien. Mais déjà, on parle de tout. Il y a énormément de titres. Moi, je représente une alliance qui est l'Alliance pour la presse d'information générale. Il y a 276 titres, des tout petits. Quand on parle de concentration, les titres les plus en danger du point de vue de l'indépendance, c'est les tout petits titres, c'est pas les gros. Mais c'est ça les vrais sujets, quoi. L'indépendance, elle est menacée quand vous n'avez pas un rond, quand vous n'avez plus de journalistes et quand vous ne pouvez plus enquêter. Ça, c'est une vraie menace à l'indépendance. Après, qui est des débats sur les interventions et les idées des uns et des autres, on peut en parler à l'infini, absolument, mais c'est beaucoup, beaucoup moins menaçant, croyez-le bien, et ça je peux en parler pour la presse hebdomadaire régionale, pour certains titres de PQR, c'est beaucoup moins menaçant que de ne pas savoir comment faire tourner un journal. Et quand Isabelle et son collègue ont créé un journal, ils ont dû voir aussi ce que c'était de créer un média, de le financer, de trouver à le financer, et ça c'est une indépendance avec le coût, j'allais dire, le coût de l'indépendance et la noblesse aussi. Bon voilà, moi je voulais juste dire ça parce que c'est aussi ça qui nous réunit, mais déjà pour finir, merci à vous tous d'être là. Enfin, pour nous, c'est une occasion incroyable de voir les auditeurs d'Adèle, les téléspectateurs de Nicolas, vos lecteurs et quelques lecteurs, moi aussi peut-être. Allez, que la fête commence. À vous, la parole. Il nous faut un premier courageux et une première courageuse. Qui s'est levé en premier? Jeune femme là-bas, oui. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais préalablement remercier Madame la Présidente d'organiser Qui n'est plus là, mais on lui transmettra. d'organiser ce type d'événement afin de valoriser l'espace d'expression des citoyens. Alors, Vous vous présenter? je m'appelle Colombine, je suis en L1 de droit. Du coup, concernant le fait qu'une seule personne puisse posséder plusieurs médias à plusieurs échelles, force est de constater que, mis à part l'article 34 de notre Constitution actuelle... Sans l'étudiante en droit, là. déclarant que le Parlement a la compétence de légiférer sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, on constate qu'il n'y a pas vraiment de loi constitutionnelle afin de réguler ce pluralisme, ce qui pourrait laisser entendre qu'une personne, s'il n'y a pas de restriction légale, pourrait prendre possession de l'entièreté des médias, peut-être, si elle en avait les possibilités financières. Alors, du coup, ma question est, après l'échec de la loi anti-R100, ne faudrait-il pas établir une loi constitutionnellement établie afin de réguler le pluralisme, réguler la concentration des médias, qui, in fine, est un danger pour le pluralisme? Question qui va le haut dès le début. Je précise juste qu'il y a une proposition de loi visant à créer un droit de veto de la rédaction sur la nomination de son directeur, ce qui est une réponse indirecte à votre question, transpartisane de Sophie Taillé-Polian, députée écologiste du Val-de-Marne, qui a été déposée en septembre dernier. Mais je sais que ce n'est pas une réponse à votre question. Du coup, j'ai l'impression que Pierre Louette est dans les starting blocks pour vous répondre. Non, mais attends, j'ai l'impression d'être le gars énervé de la salle. C'est vrai d'ailleurs, au demeurant, c'est vrai. Mais non, mais mademoiselle, donc pour reprendre cette question, d'abord vous avez dans la salle un monsieur qui a une administration autour de lui dont le rôle est de veiller justement au pluralisme de l'expression et du temps de parole, même mesuré jusqu'à la seconde près sous son contrôle. Roch-Olivier Mestre de l'Arcom. Voilà, Roch, qui est toujours là. Décidément le personnage clé de cette soirée. Et voilà, donc c'est mesuré jusqu'à la seconde près pour tous les médias qui utilisent, c'est important du point de vue du droit public justement, que vous étudiez ce que j'ai dit, qui utilise une partie du domaine public qui est incessible, qui ne peut pas être cédé, qui peut être loué, et à ce titre-là, parce qu'il est rare, il y a une redevance, et à ce titre-là, il y a aussi des conventions entre les radios et les télés. Donc les privés et les publics, tout le monde a une convention avec l'Arcom, et l'Arcom mesure tout ça en période électorale, préélectorale ou durant même les élections.
Tout est mesuré. Donc là, il y a vraiment un respect. Et je peux vous dire, pour recevoir de temps en temps des lettres de ce même monsieur, décidément, eh bien, qu'on vous dit, là, le temps de parole accordé à tel ou tel n'a pas été respecté, ou vous avez donné trop de temps. Donc c'est vraiment mesuré. Dans le domaine de la presse, je ne vais pas être trop long, mais on n'est pas dans le même système, parce que justement, une des grandes conquêtes depuis 89, 91 et un peu après, ça a été de pouvoir créer des journaux à partir d'une idée qu'on voulait défendre. Et tant que dans ce pays, on pourra continuer à créer, y compris des idées avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, mais moi, il y a plein d'idées avec lesquelles je ne suis pas en accord et qui sont incarnées dans des journaux. Mais je trouve que c'était l'orgueil de la République et de la démocratie que ce soit financé parfois par le public, par vous, par moi, par l'argent public, transporté jusqu'à la dernière ferme isolée française, parce qu'on a un système coopératif qui permet que les journaux les plus minoritaires, qui jamais ne pourraient trouver un public nulle part ailleurs que dans leur lieu d'impression, soient apportés. Tout ça, c'est l'orgueil de la République, c'est depuis 1944. Et moi, j'en suis un immense, pas un tout petit à ma taille, mais grand défenseur sur le principe. Donc voilà, le pluralisme, après, il y a une notion aussi que je voulais évoquer tout de suite, parce que dans la période, et vous avez fait référence à des propositions, à des initiatives parlementaires sur des systèmes de veto pour les directeurs de rédaction, on y reviendra certainement, c'est venu à un moment, autant le dire, le JDD. Voilà, le JDD a changé de propriétaire, les journalistes se sont mis en grève, finalement la plupart maintenant sont partis, et le JDD est ressorti avec probablement une autre ligne. Changer de ligne éditoriale ou créer un journal avec une ligne éditoriale, c'est un droit très important dans ce pays. Et les pays qui n'ont pas ce droit-là, je peux vous dire, ce sont des dictatures ou des États autoritaires. Donc tant qu'on respecte la loi, qu'on n'est pas dans l'insulte, qu'on n'est pas dans des dispositifs complètement anti-légaux, on a le droit de créer un journal qui sera un journal tout à fait de droite ou très à droite ou conservateur, ou je sais pas, on peut créer un journal comme ça. J'ai d'ailleurs noté au passage qu'il y a plus souvent des critiques quand un journal passe d'un centre indéterminé à la droite que dans l'autre sens. Ça, on n'observe pas de critiques dans ce cas-là. Donc, parce que ça n'arrive pas. Parce que ça n'arrive pas, vient de dire Isabelle Roberts, mais Nicolas de Taverneau, M6 a envie de compléter la réponse du Parisien. Merci Pierre Loët. Non, simplement, je voulais vous répondre, vous faire une proposition de venir faire un petit cours de droit chez vous pour vous montrer l'énormité des lois qu'il y a en matière de radio et de télévision. Il y a une loi anti-concentration qui s'applique, vous n'avez pas le droit de posséder plus d'une radio, d'un quotidien d'information générale, une télévision, ça c'est le dispositif anti-concentration. Les non-européens n'ont pas le droit d'avoir plus de 20% d'une chaîne de télévision. Les actionnaires qui ont reçu une autorisation d'émettre de la part de l'Arcom n'ont pas le droit de recéder cette autorisation d'émettre pendant 5 ans. Quand vous faites plus de 8% d'audience nationale, vous n'avez pas le droit de posséder, vous êtes un même actionnaire, plus de 49% d'une société de télévision, et je pourrais multiplier les exemples. Ça, c'est le droit. Et donc, il y a énormément de lois qui, en ce qui concerne l'audiovisuel, encadrent l'audiovisuel pour son fonctionnement. Nous déplorons d'ailleurs l'excès de lois. Par exemple, vous savez, il y a une loi qui se perpétue à l'infini, c'est-à-dire que quand vous êtes actionnaire, que vous avez reçu une autorisation d'émettre, par exemple M6, TF1, et que vous êtes un groupe, vous allez candidater pour votre chaîne TMC, par exemple pour TF1 dans 2 ans, ben, vous ne pouvez pas vendre quand vous avez eu TF1, vous ne pouvez pas vendre quand vous avez TMC, quand ils vont avoir une autre autorisation d'émettre, ils ne pourront pas vendre non plus. Donc, disons que le capital de TF1 ou de M6 ne peut pas bouger dans l'état actuel de la loi en termes de contrôle jusqu'en 2030. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a des lois qui n'atteignent pas forcément leurs objectifs. C'est ce que La deuxième chose, c'est qu'il y a des autorités, au premier rang desquelles l'Arcom. On va donner un micro à Roch-Olivier Maistre. Mais qui malheureusement n'est pas la seule, puisqu'il y a également des autorités de concurrence. Et par exemple, nous avons dû fusionner M6 et TF1. Donc il y a eu tout un process qui a duré pendant 2 ans. Et à la fin, on nous a dit non, stop, ça ne marche pas. Alors, était-ce justifié, n'était pas justifié? Nous considérons que ce n'était pas normal qu'on nous l'interdise. Les autorités ont considéré, en tous les cas, l'autorité de concurrence, que ça posait un problème de compétition sur le marché français. Et donc, nous n'avons pas fait cette fusion. Donc, il y a bien des lois qui maintiennent le pluralisme, la diversité, en tous les cas en matière audiovisuelle. Le vrai sujet, c'est que les grandes sociétés internationales, que sont Meta, etc., et c'est ça le vrai sujet d'aujourd'hui, détermine l'ordre public mondial. C'est-à-dire cet ordre public, aujourd'hui, M. Musk va nous dire ce qu'il faut mettre ou pas sur Twitter. Il n'a pas d'Arcom pour lui dire... enfin, il a un peu d'Arcom, mais pas beaucoup d'Arcom pour lui dire est-ce qu'il est équilibré ou non. Moi, je reçois une lettre, soit de remarques généralement
comme on fait à peu près notre boulot de conformité, tous les mois, je reçois de la part de l'ARCOM le fait si j'ai été équilibré dans mon propos sur RTL, sur M6, dans les différents magazines. Voilà. Donc il y a beaucoup de lois, mais je suis prêt à venir en discuter dans votre université. Deux choses. Un, il faut qu'on fasse collectivement attention à ne pas être trop technique, à ne pas faire un débat entre journalistes, à rester pédagogique, notamment pour les plus jeunes, même si c'était une question tellement pointue qu'on ne pouvait pas s'asseoir dessus, comme aurait dit mon grand-père. Deuxième chose, je vais me prendre une mise en demeure si je ne donne pas immédiatement la parole à Roch-Olivier Mess. Donc la parole est à vous, patron de l'ARCOM, et s'il vous plaît, pas trop longtemps pour qu'on puisse prendre d'autres questions. Je sens que j'ai bien fait de venir, en tout cas ce soir. Merci pour la question. Alors, peut-être un petit rappel pédagogique sur notre paysage audiovisuel, parce que pour le débat qu'on a ce soir, il faut se rappeler qu'au début des années 80, c'est pas si loin que cela, on avait en France un monopole de l'État sur la télévision et la radio. Donc il y avait une concentration totale entre les mains de l'État, ce qui ne va pas de soi dans une démocratie. C'était une situation tout à fait atypique. Et depuis, le paysage s'est considérablement ouvert, puisqu'aujourd'hui on est dans une configuration, on a 31 chaînes nationales de la télévision numérique terrestre, une quarantaine de télévisions locales, on a plus de 1000 radios en France, on a un peu plus de 200 chaînes qui sont autorisées par l'ARCOM, l'ancien CSA, qui sont diffusées par câble et par satellite, et on doit avoir, à la date où je vous parle, à peu près 350 services de médias à la demande qui sont autorisés ou conventionnés par le CSA. Et je ne parle pas de la presse écrite, puisque je ne régule pas la presse écrite. Donc c'est un paysage qui est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était il y a 40 ans, beaucoup plus pluraliste. Deuxième remarque, c'est que notre corpus juridique est extrêmement dense. On a une loi fondamentale qui a été complétée, modifiée grosso modo 90 fois dans le sens de l'enrichissement. Elle est épaisse comme ça, elle est sur mon bureau, c'est mon livre de chevet, donc c'est la loi de 86 sur la liberté de communication, qui est complétée par multiples décrets, et qui encadre la vie des médias. Nicolas Taverneau l'a évoqué, Pierre Louette aussi. Et il faut avoir en tête que c'est une loi qui repose fondamentalement sur un principe constitutionnel majeur, qui est la liberté des médias, la liberté de communication, qui est au cœur de notre modèle démocratique. Ça a été très bien dit par la présidente dans son propos introductif. Cette liberté, elle est extrêmement protégée dans le droit français, elle est très protégée par nos juridictions nationales ou européennes. Mais en même temps, en contrepartie de cette liberté, il y a des limites qui sont posées par la loi. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur les antennes, on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut. Et Merci effectivement, beaucoup. il y a une autorité de régulation qui est là pour veiller au respect des obligations des différents acteurs. Ça va, j'ai pas de mise en demeure? C'est bon? Pas encore. Merci beaucoup, je vous laisse vous rasseoir. Je rappelle les règles. Question d'1 minute, et nous, il faut qu'on s'oblige à qu'il y ait une seule... Je suis désolé Isabelle, vous vouliez parler, mais vous prendrez une question suivante. On ne peut pas répondre tous les 4, sinon on va prendre 3 questions et ça ne va pas rentrer. Jeune homme. Messieurs, dames, bonsoir, merci de m'écouter. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis en seconde, et j'ai une question beaucoup plus simple d'apparence. Est-ce que, selon vous, vous 4, vous 5, on doit avoir en France des médias qui ont tous un avis ou un visuel neutre, comme les services publics, ou est-ce que, justement, on doit avoir cette pluralité, avoir différents médias avec différentes opinions, pour partager des points de vue complètement différents? Et c'est une question simple, mais qui peut nous emmener loin, je pense. Merci. Merci pour votre question, et c'est Isabelle Roberts qui répond. Si. Ok, donc je vais répondre à la précédente question, du coup. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Est-ce que vous parlez de tous les médias? Est-ce que vous parlez... Parce qu'il y a des réponses différentes selon les types de médias. Par exemple, ça rejoint la question précédente. Pour les chaînes de télé n'ont pas le droit d'être des chaînes d'opinion. C'est régulé par l'ARCOM, qui vérifie qu'il y a le pluralisme est respecté, parce qu'il y a des conventions qui sont passées entre l'État et la chaîne de télé, qui font que, comme c'est un média de masse et qu'on parle de fréquences hertziennes, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État et qui ont été octroyées à ces chaînes, du coup, elles doivent respecter un certain nombre d'obligations. Parfois, elles les détournent, on pourra en reparler. En revanche, en ce qui concerne la presse écrite, il y a de la presse d'opinion.
On va être tous d'accord pour dire que Libération est plus à gauche et que Le Figaro est plus à droite. Donc c'est pas... France Inter. Oui, alors quant à France Inter, n'en parlons même pas. Hein. C'est qu'une blague, c'est uniquement une blague, faites pas attention à moi. Voilà, donc il y a des réponses différentes à votre question selon de quels médias vous voulez parler. Peut-être que vous pouvez préciser. Alors du coup, si on parle de la presse écrite, sur les journaux, les hebdomadaires plutôt, ou les quotidiens même, est-ce que du coup on doit avoir des points de vue complètement opposés de droite ou de gauche, par exemple, ou est-ce qu'on doit justement avoir une neutralité qui permet à chacun de se faire son propre avis, son propre opinion sur la chose? Est-ce qu'on doit défendre l'un ou autrement l'autre et peut-être, je sais pas, enfin, il faut... Pierre Louette, peut-être, sur cette thématique? Moi, je suis pas, comment dire, je suis pour les opinions. Donc voilà, je suis pour les opinions. Je me souviens, il y a longtemps, de journaux de la presse quotidienne régionale dans lesquels on s'amusait, essayait de trouver. Il y avait un éditorialiste un peu d'une opinion, un autre un peu. Bon, et moi, ça m'allait aussi bien. Il y avait plusieurs opinions. Isabelle a mentionné. La France, heureusement, est pleine de journaux d'opinion. D'ailleurs, moi, dans les débats dans lesquels on évoque ces idées de généralisation de droit d'agrément d'un directeur de la rédaction par la rédaction elle-même, je me retrouve complètement au soutien et soutenu par le patron de l'Humanité qui dit « Moi, je suis communiste, j'ai envie d'avoir un directeur de la rédaction communiste et je n'ai pas envie qu'il soit validé par je ne sais pas qui. » Parce que c'est pour ça que j'existe. J'ai créé un journal, enfin, il a été créé il y a longtemps par un homme très célèbre, un journal qui s'appelle l'Humanité. Chez La Croix, ils n'ont pas envie de basculer dans la laïcité. Sinon, enfin bon, il faut juste revenir sur Terre, quoi. Donc il y a des journaux d'opinion, il y a des magazines. Je connais franchement moins bien, j'en suis lecteur, mais je n'ai pas travaillé dedans, dans lesquels on essaie d'avoir un peu différents courants. Mais l'Obs ou le Nouvel Obs, jadis, c'était... voilà. D'ailleurs, à l'époque, c'était plutôt des milliardaires de gauche qui intervenaient dans les médias comme Père Driel. On ne trouvait pas que c'était mal, d'ailleurs, au passage. Mais bon, après les choses ont changé. C'est un petit rappel historique comme ça. Donc voilà, on peut gérer tout ça. Donc votre question, par contre, elle renvoie à un autre point. Et ça, j'aimerais bien écouter Adèle Van Rett là-dessus. Non, mais c'est pas un piège. Non, on n'a pas le droit de gérer. On n'est pas en autogestion. Bon, c'est différent des journaux français. Mais non, mais ça renvoie à un autre point qui est. Enfin, je vous regarde en vous répondant. Il y a des endroits qui prétendent être dans la factualisation au affreux barbarisme et la neutralité. Ça s'appelle beaucoup des moteurs de recherche et des réseaux sociaux dans lesquels on dit on va présenter comme ça de façon à plat tout. En fait, ces endroits-là, France Presse aussi, pardon de nous interrompre. Ces endroits-là sont les pires tunnels informationnels parce qu'on va vous présenter plein de choses, vous allez tomber sur quelque chose et on vous proposera plus de la même chose après. Donc ça a été très bien écrit, Christophe Deloire en parle aussi bien. Dans un espace informationnel, on recrée des sillons cognitifs et des tunnels. Voilà. Moi, je préfère des endroits où on a différentes opinions, et c'est pour ça que dans des journaux comme les nôtres, on a des parties d'information, plusieurs cahiers, macro, micro, et des parties idées, opinions, chroniques, dans lesquelles vous pouvez les lire, vous verrez qu'il y a pas mal d'opinions différentes, pour ou contre l'autorité de la concurrence, pour ou contre une décision qu'elle a rendue, parce que voilà, on donne matière au débat. Pardon, j'avais voulu donner le micro à une dame, et en fait, c'est l'autre dame au fond qui l'a eu. Mais c'est pas grave, on répondra à toutes les questions. Allez-y, madame. Bonsoir et merci. En fait, c'est pour rebondir pour la question qui a été posée. Justement, vous êtes pour les opinions, mais ce que je constate, moi, en ce moment, c'est qu'à force d'avoir trop d'opinions, il n'y a plus d'informations. Et ma question posée, vis-à-vis, justement, vous êtes dans les médias, il y a un pluralisme, et c'est très bien, mais dans le pluralisme, ce que je demanderais, c'est d'avoir des informations factuelles, sans l'opinion de X, Y, Z, puisqu'on ne sait plus où est la véracité. Si ce n'est pas contré par des faits objectifs et bien documentés, l'information n'est plus là. Je n'ai que des opinions de beaucoup de journalistes et de chroniqueurs dans les télévisions, mais l'information est complètement diluée, puisqu'on laisse même passer des messages. Ça a été la critique des réseaux sociaux, mais j'ai un peu peur qu'aujourd'hui, l'information télévisée est devenue même écrite un peu plus trop d'opinions et pas assez d'informations. Très rapidement, Pierre Louette, en tant qu'ancien patron de l'agence France Presse aussi. Applaudissements carrément pour madame, très bien, intéressant. Manifestement, ce que vous êtes très suivi dans vos pensées. Non, vraiment, juste deux mots, là, sincèrement, deux mots. Dans la production journalistique, il y a forcément des biais d'objectivité.
ce ne sont pas des robots, hein, ce sont des femmes, des hommes, et peut-être qu'on peut trouver à tel ou tel endroit du vécu qui apparaît, un biais de formation. Voilà. Donc c'est pas impossible. Moi, je préfère quand même ça aux robots, voilà, pour le dire de façon très, très comme ça, sommaire. Et deuxième chose, on a beaucoup analysé dans le monde dans lequel nous sommes, et Hannah Arendt l'avait annoncé très bien, et Dan Van Rett en a parlé, Géraldine Mühlmann aussi en parle très bien, un fait devient un objet d'interrogation. Vous dites à quelqu'un, voilà, un fait est objet de discussion. Il y a des alternatives facts, il y a des gens qui disent mais c'est pas un vrai fait. C'est ça le pire problème qu'on ait aujourd'hui, et donc je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut des endroits, et il y a beaucoup d'émissions aussi qui sont comme ça, dans lesquelles on décrypte, on déchiffre, le service public, M6, Arte en font, nous aussi, on fait des infographies, on dit voilà les faits, voilà exactement ce qui s'est passé, le nombre de tonnes de pétrole, le truc, le machin, et après on peut discuter de la destination de ce fait et de l'emploi qu'on fera de ce fait. Mais je pense que travailler sur des faits, c'est important. Je peux répondre ? Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Et merci de cette question parce que c'est une question qu'on se pose en permanence, que je me pose en permanence. Sur France Inter, il y a deux parties. Il y a la rédaction qui produit de l'information et il y a ce qu'on appelle les programmes, qui sont les émissions que vous entendez, qui ne sont pas forcément faites par des journalistes. Et tout ça est abrité par une seule antenne. Pardon, j'aimerais vous voir, donc je vais vous reculer un petit peu. Et donc voilà, sur France Inter, il y a ces deux dimensions-là. Et en permanence, au quotidien, du matin au soir, se côtoie l'information qui doit être sans opinion, et c'est un combat permanent. L'impartialité, l'objectivité, je ne sais pas si elle existe. La neutralité, c'est un mot que vous avez employé, monsieur, j'y crois pas. Je ne crois pas que la neutralité existe, mais l'impartialité, ne pas prendre parti, ça oui, c'est un devoir déontologique. Et c'est extrêmement difficile, en fait, d'y arriver. Il ne faut pas croire que c'est un fait acquis, c'est une défense, c'est une conquête permanente, et on doit y tendre en permanence, et on doit la garantir au maximum. Cette impartialité-là, comment faire pour la rendre audible et l'apprécier à sa juste valeur quand elle côtoie des programmes, des paroles qui sont très différentes de celles des journalistes et de l'information. Typiquement sur France Inter, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu quelques polémiques autour de l'humour sur France Inter. Il faut sous-titrer. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Alors Guillaume Meurice a donc fait une blague sur le prépuce de Netanyahou. Alors on peut être précis, oui. Il y a eu donc un humoriste. Donc je raconte tout parce que vous avez dû faire court. Donc non, mais là il faut être pédagogique. Je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire, mais je pense. Ok. Donc il y a quelques semaines, un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice, qui participe à une émission qui s'appelle Le Grand Dimanche Soir, tous les dimanches soirs sur France Inter de 18h à 20h, vous avez entendu visiblement, et qui au moment d'une chronique qui portait sur toute autre chose, sur les déguisements pour Halloween, a commencé sa chronique en disant qu'un déguisement qui était très à la mode en ce moment était celui de Netanyahou, vous savez, cette sorte de nazi sans prépuce. La phrase est passée crème, il n'y a eu aucune réaction pendant 24 heures. Et puis la vidéo a été diffusée sur les réseaux par certains journalistes d'opinion. Et là, ça s'est enflammé. Et tout le monde a commenté ce fait-là. Je crois qu'il n'y a pas un quotidien national, et même dans la PQR, mais surtout national, qui n'ait commenté cet événement. Et encore cette semaine, Télérama fait sa une avec Guillaume Meurice. Vous imaginez bien que quand sur une même antenne, on a un humoriste qui a tous les droits dans le respect de la loi. Ça, pour le coup, la liberté d'expression est garantie. À partir du moment où il n'enfreint pas le droit, il a le droit. C'est-à-dire tous les droits de critiquer la direction, de critiquer le gouvernement. Ça, quand on parle de l'indépendance, c'est quand même la meilleure preuve de l'indépendance de cette chaîne, et quand même qu'elle a en son sein, et depuis des années, des personnes qui la critiquent en permanence. Mais comment faire entendre ça et faire entendre que ce n'est pas tout France Inter qui est embarqué derrière cette parole, dès lors que c'est aussi une chaîne qui produit de l'information la plus impartiale possible et vérifiée et fiable, etc. Et là, pour moi, ça cristallise exactement la question que vous posez. La difficulté de distinguer, car il le faut, et la presse au sens large, les médias au sens large, doivent proposer les deux, l'information d'un côté, de l'opinion de l'autre. Et si on ne garde pas cette boussole en tête de cette distinction qui est en fait assez technique, parce que quand vous écoutez la radio, vous ne dites pas « Ah, mais c'est de l'information, ah non, c'est un humoriste ». Vous écoutez France Inter, vous écoutez RTL, vous interrogez pas sur la nature de la parole qui est en train de s'exprimer. Et donc, ça crée cette confusion-là. Alors, comment faire en sorte de la rendre plus claire? C'est une question qu'on se pose également. Et pourtant, il ne faut renoncer ni à l'un ni à l'autre. C'est en tout cas tout ce qui fait l'intérêt de France Inter, c'est qu'il puisse y avoir les deux. Alors, Isabelle Roberts, puis Nicolas Taverneau. Je voulais juste dire une chose, parce que je pense que vous faites allusion aux chaînes info dans votre question.
Et il y a une chose importante à savoir, enfin, c'était Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait l'objectivité, je n'y crois pas, je crois en l'honnêteté. Et là, on parle de journalisme, et l'honnêteté journalistique, elle est basée sur un travail, sur de l'enquête, sur du reportage. Et dans le cas des chaînes info, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème économique. C'est-à-dire que ça va coûter beaucoup moins cher de mettre 4 personnes qui s'engueulent autour d'une table plutôt que d'envoyer quelqu'un faire du reportage. Après, il y a des biais, par exemple sur CNews, pour être clair, qui vont faire que les 4 personnes autour de la table vont toutes avoir la même opinion et que, comme ce n'est pas forcément des représentants politiques, l'ARCOM ne va pas les mesurer en tant que tels, ça va être des éditorialistes qui vont tous avoir le même avis. Donc je pense que c'est un peu ça à quoi vous faites allusion. Nicolas Taverneau, mais c'est la dernière fois qu'on répond tous les 4 à une question. Oui, c'est une question qui est très importante, les faits et le commentaire. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette distinction. C'est-à-dire que la hiérarchie de l'information, par exemple, si vous ouvrez sur Gaza, vous ouvrez sur un fait divers, l'impact va être très différent dans votre journal. Donc je crois, comme l'a dit Isabelle, à l'honnêteté du rédacteur en chef qui va... Je vous raconte une anecdote. Nous avions sur M6, avant de faire des journaux, 12h45, 10h45, on avait un 6 minutes, vous savez, un peu façon Arte. Tout le monde disait c'est très objectif. Puis quand on a eu un présentateur, c'est un petit peu moins objectif, ça devient un peu subjectif. En fait, pas du tout. C'est exactement le même journal, simplement il y en a un qui est porté par un humain et l'autre qui était directement. Donc il faut faire très attention en se disant que quand on vous donne les faits bruts, c'est objectif, et lorsqu'on vous donne un commentaire, ça ne l'est pas. Je pense que c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on hiérarchise l'information? Et là, il y a forcément un travail humain. L'avantage d'avoir plusieurs chaînes de télévision, si vous estimez que telle ou telle radio est tendancieuse, vous pouvez en changer. Telle ou telle télé est tendancieuse, regardez le 10h45 et le 12h45. Voilà. Jeune homme. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Du coup, j'avais une question pour Monsieur de Zaverneau. Donc on a eu Canal+, iTélé, Europe 1, le JDD, Paris Match, des rédactions qui ont été assez braquées par un seul homme, qui est un capitaine d'industrie. Je voulais vous demander votre avis. Vous citez Vincent Bolloré, il n'y a pas de problème. Oui. Vous pouvez dire son nom, c'est pas Voldemort non plus. C'est pas moi qui le dis. Donc je voulais vous demander, vous, en tant que grand patron de presse, votre avis sur pourquoi les rédactions se sont braquées à son arrivée. Et ma deuxième question, elle est un peu plus une question bonus pour Monsieur le Président de l'ARCOM. Qu'est-ce qu'une chaîne d'opinion si CNews n'en est pas une? Voilà. Waouh, ça c'est des questions. Alors, qui se lance? J'ai envie de donner la parole à Isabelle Roberts parce qu'elle a créé une série sur Bolloré, mais en même temps, je ne veux pas vexer personne. La première, tout à fait, mais il y en a 2. Mais allez-y, Monsieur Taverneau. Ah bon? Ok, c'est la dernière fois. Il y a une hiérarchie quand même dans les médias. Allez-y. Il faut que je réponde à la première ou à la deuxième question? Alors, je rappelle les règles qui s'appliquent aux chaînes de télévision. C'est effectivement une règle de pluralisme politique, c'est-à-dire que les médias sont tenus de par la loi de nous communiquer tous les mois la liste des personnalités politiques qu'elles convient et les temps de parole de ces personnalités politiques. Et l'ARCOM s'assure d'un traitement équitable au regard de la représentation des forces politiques qui concourent au débat démocratique, tel qu'il résulte notamment des élections et d'autres critères. Donc c'est ça que cible la loi. La loi ne demande pas à l'autorité administrative de comptabiliser le temps de parole des éditorialistes, qui pour la plupart sont des journalistes. Et effectivement, comme le dit Isabelle, ça peut conduire des chaînes qui sont libres éditorialement. La loi consacre la liberté éditoriale des médias. Ça peut conduire des chaînes à inviter sur leur plateau, dans leurs émissions de débat, des éditorialistes qui effectivement peuvent avoir des tonalités ou des colorations qui participent effectivement d'une ligne éditoriale d'opinion. C'est incontestable. Mais en tout cas, tel que la loi est rédigée aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir de contrôle de l'ARCOM ne porte que sur le pluralisme politique stricto sensu, tel qu'il est défini dans la loi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nicolas Taverneau, la question était directement pour vous. Sur la première. Je ne me trompe pas, hein? Oui. Pardon? Sur Vincent Bolloré, on est d'accord? C'est bien ça.
Sur la concentration des médias, sur Vincent Bolloré, sur JDD, sur CNews. Ah non, je n'ai aucune opinion sur les concurrents. C'est de la grosse langue de bois, ça, je ne vous crois pas une seconde. J'ai quelquefois des remarques, mais des opinions, non, je ne me permettrai pas de donner des remarques. Non, encore une fois, moi je dis, moi je ne suis pas propriétaire du média, j'en suis responsable, ce qui est différent, et nous appartenons à un groupe qui est un groupe de purs médias, donc nous n'avons pas de difficulté. La deuxième remarque que je voudrais dire, c'est que le citoyen a le pouvoir, c'est-à-dire que si vous n'achetez pas le journal, si vous ne regardez pas telle émission, si vous n'écoutez pas telle émission de radio, il y aura des difficultés. Donc le pouvoir du citoyen est réel, et donc c'est important d'avoir une diversité des médias. C'est le moment où je fais remarquer que CNews est en train de devenir la première chaîne d'info, factuellement. Isabelle, est-ce que vous voulez compléter ou pas du tout? Oui, si, oui. Allez-y, je vous en prie. Je veux bien, parce que pour le coup, c'est vraiment au cœur de notre travail. Ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré est assez simple et à la fois terrorisant et montre sans doute pourquoi aujourd'hui la loi n'est plus... est totalement obsolète. Ça rejoint la première question. On s'attaque au numérique avec des outils de l'âge de pierre. Mais Vincent Bolloré, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le contrôle de médias, et dans chacun des médias dont il a pris le contrôle, il a mis ce qu'on appelle un épouvantail. C'est-à-dire qu'à iTélé, il a dit « Ah ben, on va vous mettre Jean-Marc Morandini. » Grève générale, tout de suite. Vincent Bolloré ne cède pas, il ne cède jamais, et ce qui s'est passé, c'est que toute la rédaction est partie. Et en fait, ce modèle-là, il l'a trouvé formidable, Vincent Bolloré. Il s'est dit, j'ai vraiment trouvé un truc génial pour me débarrasser des journalistes qui m'embêtent parce qu'ils ont de la déontologie, ce genre de choses totalement démodées. Et il l'a reproduit partout. Il l'a reproduit au service des sports de Canal+. Là, c'était environ Sébastien Toen, puis Stéphane Guy. Il l'a reproduit à Europe 1. Là, c'est en disant, ben, très bien, on va codiffuser des tranches d'informations avec CNews, parce qu'entre-temps, iTélé était devenu CNews, et on sait ce que c'est devenu. Et puis, il l'a fait à Paris Match, et au JDD, de manière très spectaculaire, qui a conduit à la grève de l'été dernier, qui a vu partir la totalité de la rédaction. Donc il se passe ça aujourd'hui, effectivement, en France, et il faut mettre les mots sur les choses, c'est-à-dire qu'on peut se débarrasser des journalistes. On peut se débarrasser d'une rédaction et les remplacer par des journalistes à sa botte, à ses idées, et qui suivent son idéologie. Voilà. Et puis est-ce que Pierre-Louët et Adelboin... Applaudissements. Est-ce que Pierre-Louët et Adelboin veulent compléter? Au mépris flagrant de ce que j'avais dit, on ne répond pas tous les quatre, mais là j'ai l'impression que, vu les applaudissements, que Vincent Bolloré intéresse, donc je pense que votre avis intéresse. Votre expertise, plus exactement. Oui, ça ne sera pas une surprise, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour les mêmes motifs que ceux que j'ai indiqués dans les propos liminaires que j'ai tenus. Il reste de l'ordre de la liberté du commerce, de l'industrie, la liberté de dire je crée un média ou je rachète un média et je dis je veux lui donner ce genre de ligne-là. Et il y a justement au bénéfice des journalistes un ensemble de droits individuels qui sont très forts, mais qui ne forment pas un droit collectif. Il y a la clause de conscience, la clause de cession. D'ailleurs, elle a été religieusement appliquée par l'ensemble des médias dont Vincent Bolloré a pris le contrôle. Et ceux qui sont partis avec des sommes substantielles. Et c'est bien ainsi, c'est bien comme ça que c'est prévu, de façon à ce que leur conscience ne soit pas choquée et que la cession n'ait pas des conséquences infiniment graves pour eux. Et d'autres journalistes sont arrivés. Je n'ai pas envie de les qualifier, ils ne sont pas moins bien que ceux qui sont partis. Quelqu'un qui est le propriétaire et qui finance un média veut lui donner une ligne. Ça, je pense que si on commence à arriver sur un terrain, chacun peut avoir son éthique, c'est parfaitement respectable, mais introduire de l'éthique jusqu'à interdire les idées et l'éthique des autres, ça n'est pas bien. Je n'ai pas dit que je partageais ces idées, vous n'avez pas entendu le dire. Je dis que moi, je souhaite que chacun puisse faire un journal comme il entend, encore une fois, dans le respect des grands principes de la loi. Alors, ce n'est pas la position la plus ni facile, ni démagogique à tenir, mais ça serait mieux de dire c'est monstrueux, tout ça est monstrueux. Non, il y a des lois qui s'appliquent, il y a des investisseurs qui investissent. Ceux dont je ne comprendrai jamais complètement la motivation, si ce n'est une forme de sadomasochisme, qui est un truc peut-être assez délicieux pour eux, ce sont les milliardaires qui ont financé successivement Libération. Parce que là, pour le coup, on est sûr de financer à fond perdu et d'avoir beaucoup de retours narcissiques négatifs. Mais alors ça, on ne sait pas. Ils se sont succédés, ils sont 3 ou 4 à l'avoir fait. Alors là, on cherche toujours une explication. Peut-être Isabelle en a-t-elle une. Parce que ce n'est pas l'influence non plus, compte tenu de la petite population assez restreinte qui va lire ce titre-là, et qui essaie de le suivre un peu plus aujourd'hui en ligne.
Voilà, mais en tout cas, pour finir, moi, je tiens cette position-là parce qu'il me semble que c'est important que Libération puisse avoir été créé et avoir persisté, et à travers des mouvements historiques un peu compliqués parfois, que des journaux aient pu se tromper massivement, ceux qui ont salué l'arrivée des Khmers rouges, on ne va pas les citer, voilà, ont pu continuer leur vie après, et parfois sans prononcer de repentir particulier, mais c'est pas grave, c'était leur ligne idéologique, et celle-là ne doit pas être condamnée. Et puis d'autres ont créé des journaux dans d'autres dimensions. Très rapidement, parce que Oui, Isabelle Orbas, vous ne des pouvez choses à pas dire sur le répondre, sujet. je suis désolé. Mais il me semble On que a bien compris vos deux positions. Allez-y. non, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées et en fait, on n'y répond jamais vraiment. La question, c'est pas comment faire en sorte qu'il puisse y avoir des médias d'opinion. J'entends aussi une inquiétude du fait que beaucoup de médias sont aujourd'hui entre les mains de quelques-uns. C'est ça le problème. C'est pas est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Concentration. Bah oui, c'est ça. Et moins qu'avant, c'est ce qui semble. C'est ce que l'inspection des finances a démontré. Alors, l'inspection des finances, on peut s'en méfier aussi parce que c'est pas les rois des alternative facts en général. C'est pas top fun en fait ce qu'ils écrivent. Et ils ont utilisé une méthode de calcul très précise. Et donc, il y a beaucoup moins de concentration dans les médias qu'avant, pour les raisons qui ont été évoquées par tout le monde ici. Aujourd'hui, et encore une fois, ça n'enlève absolument rien à ses mérites. Aujourd'hui, il y a un monde dans lequel on peut à 2 créer un média. C'est vrai. Et puis après à 10 ou à 20, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes nombreux et que beaucoup de postes de journalistes ont été créés. On peut créer un blog, on peut créer un média, on peut créer des médias. On dépose, encore une fois, on respecte la loi, on le fait. Jamais il y a eu une telle prolifération de médias. Mais pardonnez-moi, ça ne répond pas à la question. Mais non, et jamais il y a eu aussi peu de La concentration. question, c'est comment faire pour mettre en place des stratégies de manière à garantir l'indépendance éditoriale des journaux quand ils sont entre les mains de quelques-uns. Ah, c'est pas la bonne question. C'est pour ça que ça répond Ah pas à bah, la question. moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais c'est pas. Oui, mais moi je vous réponds. C'est pas la bonne question. Il n'y a pas, à ma connaissance, de bonnes mains et de mauvaises mains. Encore une fois. C'est pas ce que je dis. Non, entre les mains de très peu de personnes. Il y a plus de personnes détentrices de journaux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça a été mentionné tout à l'heure. Il faut qu'on avance. Juste, Nicolas Tavernan. Je vois. Mais voulais vraiment très simplement, rapidement, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de questions après. Je voulais simplement souligner que la plus forte concentration dans les médias en France, c'est le secteur public. Ce n'est pas le secteur commercial. Et le secteur public... Et il y a une chose où je ne suis pas d'accord avec ma charmante voisine, c'est qu'il n'y a pas des bons journalistes dans le service public et des mauvais journalistes dans le secteur privé. J'ai dit ça ? Non. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça ? Non, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il nous faut un service public. On n'est pas la même soirée, il nous faut un service public parce que nous appartenons à tout le monde. Nous considérons, ce n'est pas parce que nous appartenons à quelques-uns qu'on n'a pas le respect de tout le monde. Et donc, je n'aime pas du tout... Très souvent, le service public nous dit « nous devons exister » parce que si nous n'existons pas, il n'y aura pas un journalisme libre, il n'y aura pas une presse libre, il n'y aura pas une diversité d'opinions. Je dis, en ce qui concerne mon groupe, ce n'est pas exact. RTL est la station qui est jugée par le public la plus objective ou la plus indépendante. Il n'y a jamais eu de pression sur RTL, jamais. Et donc, je ne veux pas entendre que le service public serait nécessaire pour un équilibre d'opinion dans le pays. Voilà, c'est la seule chose. Vous répondez à des accusations que je n'ai pas prononcées. Et je note qu'il y a une question porte sur Bolloré et les réponses, c'est de taper contre l'audiovisuel public. C'est quand même intéressant comme mécanisme. Moi, je remarque ce... Je vais donner la parole au plus de monde possible. Juste, gardez le micro si ça vous va, Adèle Van Rett. Question posée dans la salle via l'application Mentimenteur. Pardon si je le prononce bien. C'est pour vous. Comment ? Non, je croyais qu'elle voulait parler. Oui, mais on peut pas répondre 2 fois chacun à chaque question, sinon je vous promets, il va y avoir une émeute à la fin. Pour vous, Adèle Van Rett, question lors du changement d'horaire du programme de Charline Van Ecker, des rumeurs de pression politique pour justifier ce changement ont été évoquées. Comment réagissez-vous à cela ? Je n'ai pas le nom de la personne qui a posé cette question, mais merci à elle. Oui, merci à elle, évidemment. Et la question m'a évidemment beaucoup été posée à cette occasion-là, et comme à d'ailleurs beaucoup d'occasions, je ferai la même réponse qu'ont fait mes confrères ici. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu la moindre pression politique en ce qui concerne l'éditorial de France Inter. Que ce soit en interne, que ce soit en externe, quelles que soient les entités politiques auxquelles vous pouvez penser, personne ne m'a jamais demandé de prendre cette décision pour une raison politique. C'est une réponse limpide. Cette partie de la salle a été un peu délaissée. On va corriger ça tout de suite. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup de nous proposer des événements comme celui-ci. Alors, j'ai 2 questions et je vous assure que je vais être rapide. La première, c'est un peu plus une affirmation, mais est-ce que les choix des sujets qu'on aborde ne sont déjà pas des choix politiques ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est en lien avec qui je suis. Donc, vous l'aurez remarqué, je suis assez jeune. Et aujourd'hui... Quel âge ?
16 ans. J'ai hésité, c'est mauvais signe. Donc aujourd'hui, les jeunes, le média qu'on utilise le plus, c'est les réseaux sociaux. Et on voit d'ailleurs que c'est les médias auxquels les Français font le moins confiance. Moi, ma question, c'est comment aujourd'hui faire en sorte que les jeunes ne tombent pas dans la désinformation et faire en sorte que les nouveaux médias disent de vraies informations et ne disent pas que des choses fausses. Voilà, merci beaucoup. Vaste question. Qui veut s'exprimer sur cette question des nouveaux médias qui sont effectivement moins... Isabelle ? Alors oui, on parle de deux choses différentes. Oui. Effectivement, il y a des médias qui sont faits par des journalistes professionnels et il y a les réseaux sociaux, alors qui peuvent être des relais de médias qui sont dirigés et fabriqués par des journalistes professionnels. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est plus des moyens de diffusion en réalité que de réels médias, même s'il y a des gens qui peuvent y exercer. Donc, Pardon, je me permets juste. Ouais. Pour moi, on est nombreux, il y a Rémi Bugine-Brut, il y a moi sur TF1 Info, on est nombreux quand même sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, oui, à proposer des contenus de diffusion. Reportage aussi qui arrivent, et c'est des contenus exclusifs sur Internet. C'est un moyen de diffusion, oui. C'est pas un média à part entière, c'est pas de la presse en fait. C'est un moyen de diffusion, c'est aussi un moyen de diffusion pour nous les jours, très clairement. Vous parlez du médium, et non pas du média, c'est ça l'idée. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Ça pose la question de la distribution finalement du journalisme et de qui le fabrique. Donc pour moi c'est deux questions un tout petit peu différentes et qui posent. En ce moment très clairement on a un gros problème avec X qui est l'ex-Twitter. Que Elon Musk a tout cassé, déréglé. Salut ceux qui nous regardent sur X et qui sont nombreux ce soir. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut savoir que le principe de Twitter, au départ, c'est qu'on va suivre des gens ou des médias, ou peu importe, selon ses centres d'intérêt. Et ensuite, on va avoir dans son fil des informations qui nous intéressent. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est complètement déréglé. Moi, je suis abonnée à un certain nombre de comptes. Aujourd'hui, X ne me les propose plus, en fait. Il me propose tout un tas de choses qui ne m'intéressent absolument pas et qui font le plus de vues. Donc ça, c'est un autre problème, en réalité. Est-ce que vous avez les réponses à vos deux questions? Oui. Alors, vous avez la main 18 fois. C'est votre moment. Et pardon d'avoir tardé. C'est à vous. Bonsoir déjà et merci beaucoup pour votre participation. Moi j'ai une question qui s'adresse surtout à Monsieur Louette à la suite des propos que vous avez tenus. Pardon, je m'appelle Lisa et je suis en 3e année de licence de sciences politiques par ailleurs. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'on doit tolérer tous les avis dans les médias. Je vais citer Karl Popper avec le paradoxe de l'intolérance. Est-ce que tolérer tout, c'est pas ouvrir la porte à l'intolérance de tous? Et est-ce que précisément tolérer un média qui est selon moi un média d'opinion, qui plus est d'opinion pas très sympa comme CNews, est-ce que c'est pas ouvrir la porte à ne plus rien tolérer et ouvrir la porte justement au racisme décomplexé et à la xénophobie décomplexée? Merci. Pierre Louette. Alors d'abord, c'est vraiment Adèle Van Rett qui devrait répondre à cette question. C'est une question de philosophie que vous posez, mais je vais essayer pour ma part de le faire. J'ai pas cette formation-là. De façon générale, j'ai envie de dire quand même, ce dont on parle aujourd'hui le plus, ça n'a pas été vraiment formulé comme ça, c'est de l'expression de toutes les opinions à l'ère de la communication de masse. Parce qu'en fait, depuis les origines de la démocratie, et il y a 2500 ans, quand on se plonge un peu dans ces origines-là, Périclès et quelques autres, et avant lui d'autres encore, il y a toujours été question de formuler des opinions et parfois d'en supporter les conséquences. Les gens étaient bannis pendant 10 ans, puis après ils revenaient, ils se faisaient réunir. C'était assez chaud, en fait, l'expression d'opinion, et dangereux parce qu'il y avait une espèce de... Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de méta, il n'y a pas de X, il n'y a rien du tout à l'époque. Et il y avait peu de citoyens. Maintenant, il y avait peu de citoyens, il y avait peu d'habitants, en fait, globalement. Maintenant, on est dans une ère de masse. Méta a 3 milliards d'individus qui s'y connectent à un moment ou à un autre. Donc c'est vrai que là, il va y avoir toutes les opinions exprimées, reprises. Les médias, Isabelle le mentionnait tout à l'heure, ils sont dépendants, largement dépendants économiquement de ça. C'est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup parce que nous, on est dans une situation comme ça de 75% du trafic, par exemple, qui vient vers le Parisien, vient d'ailleurs. 75% des gens qui s'intéressent aux Parisiens sont passés par ailleurs avant. Et c'est pas assez, on voudrait que ce soit beaucoup plus, en fait, qu'on aille directement, j'arrive plus à vous voir, pardon, qu'on aille directement là-bas.
Bon, ça, ce sont pour moi les vrais grands enjeux. Là, l'expression des opinions à l'ère de la massification, l'expression des opinions à l'ère des fake news et des choses qui sont fausses. Après, je continue à penser que malgré tout, qu'il puisse continuer à avoir des débats dont, y compris certains, je trouve très nauséabonds, mais que ça puisse continuer à se produire. Je suis plutôt pour. Alors ça paraît un peu moumou comme position. Je suis pour que ça puisse continuer, encore une fois, dans le respect de la loi. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas citer la radio, mais ça serait déplaisant. Sur une radio récemment, on s'est adressé, on a décrit une radio de mon groupe comme une radio raciste et blanche. Radio classique ? Pardon ? Et on a un traducteur immédiat. Là. Désolé, il faut c'est le chat GPT de Pardon, l'animation. Il faut sous-titrer, je suis désolé. Non, vraiment, c'est chat GPT 8, là maintenant, c'est beaucoup plus avancé encore. Bon, moi, je n'aurais pas vraiment mentionné, mais bon, c'est ainsi, oui. Et voilà. Et donc, ce n'est pas une radio privée qui l'a fait. Et c'était dans le cadre d'un billet d'humeur, donc c'est une opinion humoristique. Certains, à d'autres endroits, et ça a été déjà mentionné, ont décrit le ricanement sur fond public. Ben, moi, ça va, même si c'est sur fond public, qu'il y ait des ricanements, encore une fois, dans le respect de la loi et compagnie, pourquoi pas ? Parce que c'est ce genre de démocratie que nous sommes. Moi, je ne suis pas dans une démocratie des interdictions. Moi, je suis pour un endroit où on peut s'exprimer sur tous les sujets, encore une fois, dans le respect de la loi, et on peut dire, et on peut porter haut et fort ses opinions, dès lors qu'elles sont compatibles avec les vertus de la République. Donc, tout ça... Moi, ça me semble à défendre plutôt qu'à condamner. Il y a plein de choses qui ne me plaisent pas dans ce qui est dit par telle ou telle antenne ou par telle ou telle... Mais éventuellement, je suis prêt à les financer, à le faire d'ailleurs avec mon argent personnel ou à le faire à travers les deniers publics qui financent des services collectifs. Voilà, c'est l'honneur de la République. Alors, je vais juste laisser la philosophe et patronne des médias. Je précise juste que dans 10 minutes, on doit partir. Donc ensuite, ça va être le bouquet final, on va prendre des salves de questions. Donc préparez vos questions courtes en écoutant. J'abonde dans le sens de mon voisin de gauche. Parce que je remarque, en fait, j'entends ce soir plus d'inquiétude quant à la possibilité que certaines opinions soient exprimées que quant à la possibilité qu'elles soient censurées. Parce qu'en fait, c'est ça l'alternative. Si on condamne, on regrette que certaines opinions deviennent dominantes et puissent s'exprimer autant, quelle est l'alternative ? Ce serait qu'on empêche ces opinions de s'exprimer ? Mais alors, ce serait bien pire. Ça voudrait dire qu'on vivrait dans un pays où s'exerce peut-être une censure, ou en tout cas, la liberté d'expression connaisse une limite autre que celle du droit. Et ça, ce serait délétère. Donc, bien sûr, de toute façon, liberté d'expression, dans tous les cas, ça veut dire que libre à chacun de regretter qu'il existe peut-être certains médias dits d'opinion qui soient outranciers dans un sens comme dans l'autre. Évidemment. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pas faut-il les laisser parler ou pas, c'est comment faire pour contredire les opinions avec lesquelles nous sommes en désaccord. Et heureusement, puisque nous appliquons tous la liberté d'expression, vous avez, et tous les citoyens de ce pays ont la possibilité de pouvoir répondre, de pouvoir choisir un média qui exprime peut-être des opinions plus proches des leurs. Mais gardez bien en tête qu'il ne faut pas opposer opinion d'un côté et censure de l'autre, parce que dans ces cas-là, c'est forcément la liberté d'opinion qu'on va choisir. Alors, Nicolas Tariano, je vous laisse répondre après. Il faut vraiment, comme dans 7 minutes on doit partir, on prend d'autres questions. On en prend 3. D'abord jeune homme avec les lunettes, puis monsieur derrière, puis mademoiselle. Allez-y. Bonsoir, merci d'avoir laissé la parole. Voici ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accroissement des journalistes, médias indépendants dans les prochaines années grâce à Internet et qui pourrait mener à des fausses informations, ou un regroupement du journalisme sur des gros blocs comme M6, CNews et tout ça? Parfait, on retient la question, comme les politiques, j'ai l'impression. Allez-y, derrière, monsieur. Bonsoir, merci à tous de m'avoir laissé prendre la parole. Je m'appelle Paul et je suis boulanger en Charente. Et merci à Isabelle Robert qui a déjà un petit peu répondu à une de mes questions. Si vous voulez bien, j'ai une question à 2 volets. Mais vous allez comprendre que la finalité est médiatique. Comment initier et faire perdurer un sujet sensible qui est l'égalité parentale et les droits des enfants que personne n'ose aborder dans les médias. De la même manière qu'il devient compliqué de garantir le pluralisme et l'indépendance des médias ainsi que dans la diversité des thèmes traités, comment expliquez-vous que des associations ou fédérations aient autant de mal à s'offrir une visibilité médiatique ? Comment les médias peuvent traiter de manière indépendante et parfaitement documentée sans rencontrer l'écueil d'une sempiternelle reprise des mêmes informations entre médias mainstream, quand en face les interlocuteurs les plus réguliers de notre fédération sont plus souvent les médias alternatifs, voire uniquement les réseaux sociaux.
De quelle fédération vous parlez? J'ai du mal à comprendre. Dont je fais partie, je viens juste de créer. Donc c'est Parents Dynamiques. Voilà. Et vous trouvez qu'on ne parle pas assez bien de vous dans les médias, c'est ça? Oui, et on n'est que, je vais dire entre guillemets, sur les réseaux sociaux et on n'arrive pas à faire porter notre voix, notre parole sur les médias, malgré nos diverses tentatives. Je vous remercie. Donc voilà ma question. Merci. Vraiment, je la retiens, on va vous répondre, mais madame, on les prend 3 par 3 parce que c'est bientôt fini. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonsoir, merci de me donner la parole. J'ai 2 questions. La première, est-ce que l'argent domine les médias? Et la deuxième, c'est, moi j'ai 35 ans, quand j'étais plus jeune, à l'époque c'était Dominique Baudis, si je me trompe, qui était président du CSA à l'époque, qui avait fait une lutte contre par exemple la pornographie à la télévision. Aujourd'hui, quand je vois comme monsieur Cyril Hanouna, qui a toute la liberté d'expression, de dire tout et n'importe quoi à la télé, et qui a personne derrière... Roch-Olivier Metz vous dirait qu'il est derrière et qu'il a eu un certain nombre de mises en demeure. Mais ça continue, ça continue. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à ces 3 ou on en prend plus? Qu'est-ce qui... On en prend... Allez-y, on vous écoute. Ça nous fait du bien de vous écouter aussi, allez-y. Que le micro circule. On essaiera vraiment de vous répondre. C'est pas une façon de ne pas répondre aux questions. Allez-y. Bonjour, 2 mini-questions. Il y a quelques arguments un peu critiques sur le service public. Moi, j'ai juste une question comparative avec les États-Unis, où il n'y a pas de véritable service public de l'audiovisuel. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable polarisation dans l'espace politique, etc., et qui s'explique notamment par le fait qu'il y a 2 grands blocs, un de droite, un de gauche, sur les médias, et donc qui ne permet pas justement peut-être de rassembler la société et de se poser des questions tous ensemble. Voilà, c'est une première réflexion. Et deuxième réflexion aussi sur un aspect plus critique des réseaux sociaux. Je cite 2 médias, Hugo Décrypte, Le Crayon. Ils font un excellent travail et Hugo Décrypte débarque tout juste cette année, après quasiment 10 ans, à essayer sur YouTube de se faire connaître, sur France Télévisions maintenant. Donc pourquoi les grands médias, les grandes chaînes ne reprennent pas ce qui existe parfois et qui marche bien sur les réseaux sociaux pour ramener les jeunes sur des aspects plus mainstream, mais qui sont peut-être plus cadrés. Voilà. Allez, on continue les questions et après chacun répondra. Beaucoup d'applaudissements. Ça fait 53 fois qu'il me... Pardon? D'accord, excusez-moi, vous êtes très nombreux, mais vous l'aurez. Allez-y. Bonsoir, je suis Evan Gorel et je suis content de revenir encore à l'Assemblée des idées. Donc, moi, c'est des réponses qui seront importantes pour moi pour ma candidature pour les européennes de 2024, comme ça vous le savez. Autopromo. En fait, oui, bien sûr, il faut, c'est comme ça que ça marche, sinon je ne pourrais jamais vous rencontrer. Je voulais savoir comment est-ce que je peux continuer, moi et ma génération, d'avoir confiance en vous, parce que je suis content qu'on ait pu enfin en parler de Hugo Décrypte, qui pour moi a remplacé mon information en continu, parce que je considère maintenant que la télé, c'est devenu une poubelle, en fait, où on y met toutes les personnes égocentriques. Voilà. C'est ma génération et je parle au nom de celle-ci. Allez-y, on continue, le micro circule. Parce que dans 3 minutes, on a fini. Non, Adèle Van Rett veut... Juste France sur, Inter veut répondre. sur la question, justement, vous parliez d'Hugo Décrypte l'un et l'autre, et c'est intéressant, et j'entends beaucoup, mais quel est le rapport des médias dits traditionnels avec les réseaux sociaux? Et c'est d'ailleurs... parce que les réseaux sociaux prennent une telle ampleur qu'ils deviennent le seul lieu où beaucoup de personnes vont s'informer, que nous devons, nous autres médias traditionnels, faire front commun, n'est-ce pas, et non pas se considérer comme des rivaux, des concurrents, parce que c'est dans notre intérêt commun que de continuer à alimenter l'information ailleurs que sur les réseaux sociaux. C'est pas complètement distinct, parce que tous autant que nous sommes ici, nous existons aussi sur le numérique et nous existons sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas continuer à opposer de cette manière-là, de manière frontale. La radio de demain est une radio qui sera numérique, de toute façon. Nous déployons beaucoup d'efforts dans ce sens. Il y aura de la vidéo, il y a déjà du podcast. Enfin, la radio n'existe pas sans le numérique. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus chercher ceux qui marchent déjà sur YouTube pour les faire venir sur les médias dits traditionnels? Ils ne veulent pas tous venir. Ils n'ont pas du tout besoin de nous. Ils ont YouTube, ils ont leurs médias, ils s'adressent à des millions de personnes sans nous. Donc c'est plutôt à nous de trouver des arguments pour les faire venir, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'eux qu'ils ne sont pas là. C'est plutôt l'inverse. Vous nous verrez essayer de nous plier en quatre pour les faire venir, ça vous amuserait. Parfois c'est l'inverse. Moi qui ai fait quotidien et LCI, j'ai quitté la télévision pour aller sur les réseaux sociaux, donc ça marche dans les deux sens. Chose promise, chose due, allez-y. Bonsoir, désolée pour tout à l'heure. Moi j'ai une question pour les présidents de TF1 et de M6. Parce que pour moi, là, et je pense que je ne suis pas la seule... Non, il n'y a pas le... Je suis juste un animateur, il y a M6 et Le Parisien et France Inter, mais bon, TF1. d'accord. Ma question, c'est
Pour moi, l'un des gros problèmes des médias, c'est aussi le traitement médiatique de certains événements qui sont assez catastrophiques. Par exemple, les rapports du GIEC. Les derniers, ils sont sortis dans une grande indifférence, personne n'en parle, alors que le réchauffement climatique, c'est le défi, c'est le problème le plus grand que l'humanité ait affronté. Alors, ma vraie question, qui est une question ouverte, pourquoi vous n'en parlez pas ou très peu? Et la réponse, j'attends pas que vous me disiez si on en parle, c'est ça, mais pourquoi vous n'en parlez pas plus, en fait? Rochu, c'est vraiment la dernière, parce qu'après on ferme, donc synthétiquement pour que tout le monde ait la parole. Allez-y, je ne sais pas où est le micro. Monsieur, allez-y. Et vraiment, c'est la dernière salle, donc soyez concis, s'il vous plaît. Mais on va répondre sur le GIEC. Je ne sais pas qui, mais on va répondre. Allez-y. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je pense que parmi l'assistance, nous sommes 2 ou 3 artistes ce soir, curieux de ce que vous alliez dire au niveau des médias. Et on constate effectivement une opposition systématique entre les médias ou de droite ou de gauche, ou privés ou publics, mais on a l'impression que souvent on dénigre l'autre, celui qui est en face, plutôt que de parler du bien ou du bon qu'on a nous. Je suis désolé, est-ce qu'il y a une question? Donc la question est la culture, les artistes, tout ce qui est rassembleur, symbolique. Est-ce qu'il y a une place encore dans les médias actuels pour la culture? Et en ce cas-là, faites-moi signe, parce que nous avons déjà discuté avec le président de la République d'un projet qui s'appelle Hommage aux valeurs de la République, fait par 900 jeunes qui vont défiler sur les Champs-Élysées portant la flamme de la liberté et le drapeau national. Donc c'est pour vous dire que la symbolique aura une importance capitale. Et nous avons déjà un préaccord de Amazon qui est une chaîne américaine. Merci. Je suis désolé, on n'a plus le temps de prendre de questions, Alors, je suis confus. La culture dans tout ça, voilà. J'ai compris, merci. Qui veut avoir la lourde responsabilité d'avoir le mot de la fin? Ah mais là, on a tous envie de répondre. Il y a eu 500 questions, il faut qu'on puisse Oui, répondre un peu. c'est pas ma faute si c'est fini. Moi, j'aimerais bien rester avec vous. Je veux répondre très très vite. Okay, en deux mots. punchline chacun. Une phrase chacun. Sur la culture tient une place très importante, je pense, dans chacun de nos médias, en tout cas sur France Inter. Et il ne faut pas croire que la culture forcément rassemble et que c'est un espace de paix. On s'engueule aussi beaucoup dans l'espace culturel et c'est tant mieux. Donc il ne faut pas opposer les deux choses. Par rapport au GIEC, la question du réchauffement climatique, madame, occupe pareil une place très importante. Nous avons une émission quotidienne dédiée à l'environnement. Nous avons organisé une matinale spéciale pour proposer des solutions pour se décarboner. On parle en permanence de l'environnement et du réchauffement climatique. La question, c'est comment en parler sans déprimer tout le monde, parce que c'est aussi un sujet très déprimant. Donc il faut trouver les bonnes manières d'en parler, mais c'est une préoccupation constante en ce qui nous concerne. On fait 5000 articles par mois dans la presse française, c'est à peu près 5000 articles par mois consacrés au climat. Dans les grands médias, on a 5 à 10% maintenant des articles qui ont un rapport direct ou proche avec le climat. Voilà, on a fait des projets entiers dans lesquels on a fait nous-mêmes nos propres bilans carbone. Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas assez. Effectivement, les enjeux, c'est la couverture de COP compliquées dans des pays parfois inattendus. Et ces enjeux-là ne sont pas complètement réglés. Et sur la culture, je le mentionne quand même, il y a notamment une très belle chaîne publique consacrée à la culture, qui est France Culture, dans laquelle, si vous mettez l'oreille contre le poste, vous apprendrez des tonnes de trucs qui vous écarteront des fake news et des fausses idées reçues. Nicolas Taverneau, le mot de la fin. Une observation. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces heures ensemble? Non, on ne s'oppose pas entre les médias. Simplement, chacun a sa ligne de nage dans laquelle le secteur privé et le secteur privé, le secteur public et le secteur public. Et on n'a pas tellement à se donner des bons points et des mauvais points. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. La deuxième remarque, en ce qui concerne tout ce qui concerne le climat, on en parle à peu près dans chaque journal. C'est d'ailleurs dans les conventions de l'ARCOM qui y a veillé, mais on a énormément d'émissions qui parlent de ça. Et puis la troisième chose, c'est qu'on fait attention de faire des efforts également là-dessus. Je sais pas quoi, Top Chef, par exemple, a eu son label éco-production parce que nous avons décidé de produire de la façon la plus écologique possible. Il y a un label national qui est donné, donc on ne fait pas simplement des efforts pour parler du climat, mais également pour produire dans des conditions qui soient correctes. Isabelle Roberts, pour conclure, vraiment. Moi aussi, j'aime bien Hugo Décrypte. Voilà, c'est la fin de... Je suis désolé, je n'ai pas le temps de donner le micro à Christophe Deloy, mais
patron de Reporters sans frontières, qui a lancé les États généraux de l'information. Donc je vous incite à aller sur son site. Je n'ai pas le temps de donner le micro, j'en suis confus. Mais il était là. Il faut voir avec Roch-Olivier Mestre, qui est venu 2 fois. Non, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et dans la salle et en ligne. Et merci pour toutes vos questions et vos attentions et tous vos commentaires. Merci à tous. Bonne fin de soirée.